Le programme Esprit français va bientôt déménager. À partir du 1er janvier 2023, toutes mes interviews seront diffusées sur la nouvelle chaîne Esprit français NDD. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner, sans plus attendre. Un peu partout en France sont en train de s'installer des téléconsultations à distance. Puis petit à petit, des chaînes à haute valeur ajoutée, où il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'infirmiers, de moins en moins d'aides-soignants, mais de plus en plus de téléphones portables et d'applications. Et faire des individus qui sont tous conformes, tous les mêmes, pour participer à un grand système qui finalement revêt les pires aspects du communisme, enfin d'un néo-marxisme 2.0 et d'un ultralibéralisme 2.0. Il y a le pire des deux là-dedans. On est tous pareils et tous conformes, on n'a pas le droit de dépasser. Et il faudrait qu'on soit, qu'on ait le même visage même en fait, qu'on ait les mêmes maladies, qu'on soit les mêmes, comme des zombies, juxtaposés les uns aux autres. Puis de l'autre côté, des pervers qui veulent prendre tout le pouvoir, tout l'argent, et qu'on laisse faire, dans un ultralibéralisme. Aujourd'hui, on a les deux en même temps. Bonjour Louis Fouché. Bonjour Yves, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir et un honneur. Pareil pour moi, je suis vraiment contente de vous retrouver à Paris aujourd'hui pour votre deuxième livre. Vous dédicacez votre deuxième livre? Oui, c'est ça. Qui s'appelle Agonie et renouveau du système de santé et qui traite de l'effondrement du système de santé français qui a cours depuis des années et dont la crise du Covid a été le point d'orgue, la fin finalement d'un mouvement d'effondrement et de destruction. Et voilà, l'enjeu c'est de raconter comment notre système est en train de perdre toute sa façon de soigner habituelle pour aller vers autre chose. Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent. Un chemin vers la e-santé, la santé électronique tenue par des multinationales du numérique et du médicament, ou alors autre chose, plutôt une santé qui repose sur l'humain, sur la relation, sur la rencontre entre un médecin et son patient et des voies de guérison. Ouais. Et selon vous, pourquoi, en fait, concrètement, pourquoi le système de santé va s'effondrer? Alors il est déjà en train de s'effondrer, c'est pas qu'il va s'effondrer, il est déjà en train de s'effondrer, parce qu'on est en train de perdre le point de repère principal, qu'est-ce que le fait que ce qui soigne, avant tous les systèmes techniques, avant toutes les prothèses, avant toutes les machines, avant toutes les caméras, avant toutes les prothèses en titane ou les choses comme ça, avant ça, ce qui soigne profondément, c'est la relation, c'est la rencontre. Tout le reste, c'est de la technique. Parce que la maladie du corps n'est pas qu'une maladie du corps, elle est une maladie aussi de la relation, une maladie sociale, une maladie symbolique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, on a plusieurs ordres de remèdes, des remèdes qui sont symboliques, sociaux et techniques. Au niveau symbolique, on a perdu l'ensemble de ces remèdes. Mourir, ça ne veut plus rien dire. Être malade, ça ne veut plus rien dire. Vieillir, ça ne veut plus rien dire. Au niveau social, il n'y a plus rien qui nous relie les uns aux autres. Normalement, quand quelqu'un est malade, tout le groupe social serre les coudes entre frères et sœurs humains pour prendre soin de celui qui est malade. Aujourd'hui, vous pouvez crever tout seul dans votre coin, tout le monde s'en fiche. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a des gens qui étaient dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, et qui n'ont plus pu voir personne, qui sont morts tout seuls, qui n'ont même pas été enterrés. On n'a pas eu le droit de les enterrer. Ça, pour moi, c'est le signe vraiment de l'effondrement de notre société, de notre civilisation. Et donc, on a mis toute notre énergie dans des remèdes techniques, des nouveaux ARN, des nouvelles molécules, des nouveaux anticorps monoclonaux. Mais on a complètement oublié cette partie sociale et cette partie symbolique. Pour moi, ça correspond à une errance qui fait que ce système ne peut pas aller plus loin. Et d'après vous, transhumanisme est bien installé à l'hôpital? Oui. Quel est l'exemple? Alors le transhumanisme, c'est un mot compliqué pour désigner tout un mouvement idéologique, philosophique, mais religieux aussi en fait. Au fond, c'est une religion qui voudrait que l'humain soit éternel, qu'il ne meure jamais, qu'il ne souffre jamais. Et pour ça, il faudrait qu'il soit dans un cocon, un techno-cocon, comme le retour à l'intérieur du ventre de la maman. C'est le rêve du retour matriciel. Mais c'est un rêve, c'est un cauchemar même. Parce que le destin de l'humain, c'est de sortir du ventre de sa maman et de vivre ce qu'il a à vivre. Et de se rencontrer avec le monde, de frotter avec le réel. Et de rencontrer la souffrance pour se prendre sa forme. Aujourd'hui, à l'hôpital, des process président à tout ce qui est fait, des procédures, des algorithmes. Un médecin a dans la poche un livre qui lui dit, en cas de tel symptôme, telle ou telle
chose, tu dois faire ci, ou tu dois faire ça, ou tu dois faire ça. Mais ça veut dire qu'à la fin, l'humain, il est remplaçable par un algorithme. On pourrait enlever le médecin et mettre directement une cabine de médicomaton, une cabine numérique qui donnerait les ordres. Et c'est en train de se passer aujourd'hui. Un peu partout en France sont en train de s'installer des téléconsultations à distance. Puis petit à petit, des chaînes à haute valeur ajoutée, où il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'infirmiers, de moins en moins d'aides-soignants, mais de plus en plus de téléphones portables et d'applications. L'investissement massif aujourd'hui est fait par des multinationales du numérique. C'est même plus les multinationales du médicament comme Pfizer ou Novartis ou autres. Ce sont Google, Amazon, Facebook qui prennent en main petit à petit la santé. Il y a un article dans Le Monde diplomatique de juin 2022 qui est intéressant et qui s'appelle « La mine d'or de la e-santé ». C'est que c'est un très gros marché. Et aujourd'hui, qui est-ce qui veut croquer ce marché? Qui est-ce qui veut le manger? Les multinationales du numérique. D'accord, donc nous sommes vraiment vers une société non humaine. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est en train de se passer à la fois dans la santé, mais c'est vrai aussi dans l'éducation. De plus en plus d'écoles ont été fermées au moment du Covid. Et au fond, on s'est dit, bon, on n'a vraiment plus besoin d'enseignants, de professeurs. On pourrait avoir des applications qui expliquent aux enfants comment on parle le chinois, comment on parle le russe, comment on parle l'anglais. Il n'y aurait plus vraiment besoin d'aller à l'école. Il y a cette tentation, ce rêve-là. Mais c'est un rêve fou. C'est vrai aussi dans la finance. Aujourd'hui, il y a des robots traders qui font du trading à haute fréquence, à la nanoseconde. Ces algorithmes de trading, ils s'appellent Razor, Shark, Sniper. C'est que des noms de guerre, que des noms de violence. Et c'est eux qui spéculent le prix des matières premières, du riz, du blé, à la nanoseconde. Ça ne veut plus rien dire. D'accord. Et vous avez dit McKinsey a fait quelque chose dans l'hôpital pour aller dans le sens plus loin de transhumanisme, c'est ça? Oui, alors... Qu'est-ce qu'il a fait en fait dans l'hôpital, McKinsey? Régulièrement, l'hôpital voit que les choses ne vont pas bien et essaye de se réformer, de s'améliorer en termes d'organisation. La dernière chose qui s'est passée, c'est qu'il a été demandé un conseil à McKinsey, et c'est McKinsey qui a déterminé quel était le plan de redressement de l'hôpital. Comment est-ce que nous, médecins, on devait changer notre pratique? Et McKinsey a un logiciel simpliste qui est toujours rouge, orange, vert, comme un feu de circulation de tricolore, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. C'est une vision américaine des choses, pouce en l'air, pouce en bas. C'est trop simpliste, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est machine qui dirige l'humain. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle en France la technocratie. Kratos, le pouvoir, techné, le pouvoir, la technique. C'est plus des humains qui décident de leur destin, c'est la technique qui optimise de manière rationnelle le logiciel. Mais à la fin, le but c'est d'avoir la perfection. Que tout soit comme dans une chaîne de montage industrielle, comme chez Ford ou, vous savez, pour produire des voitures. Et pour que ce soit parfait, pour qu'il n'y ait plus d'erreurs, il faut enlever l'origine de l'erreur. Or, qu'est-ce qui fait des erreurs? L'humain. Donc le rêve de la technocratie, le rêve du transhumanisme, c'est d'enlever l'humanité. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de bifurcation, qu'il n'y a plus de créativité, qu'il n'y a plus d'art, qu'il n'y a plus de beauté et qu'il n'y a plus de liberté. Parce que vous êtes pris in fine dans un système automatique qui veut toujours s'améliorer et toujours améliorer le process. Vous êtes pris dans une transformation industrielle du monde. Et le bout de cette transformation, c'est d'enlever, d'évacuer l'humain. Est-ce qu'on peut dire, on croit avancer, mais en réalité, on recule? Oui, je crois qu'effectivement, c'est un rêve progressiste qui croit qu'il va réussir à faire un monde meilleur et qui est l'héritage des Lumières du XVIIIe siècle français, et notamment anglo-saxonne aussi, en Angleterre, avec quelqu'un qui s'appelle Jeremy Bentham, Stuart Mill, mais aussi Thomas Hobbes, et qui écrit Le Léviathan. Et dans Le Léviathan, il décrit une société idéale. Et pour lui, la société idéale, c'est un mécanisme d'horlogerie, comme dans une horloge, dans une montre, avec des petits engrenages qui s'emboîtent bien. Ça, ce serait parfait. Les carrosses se frotteraient, mais ne se rencontreraient plus, il n'y aurait plus d'accidents. La taille des rues serait optimale, les gens plus jamais il y aurait de problème. Mais c'est une société de cauchemar. C'est une société où on serait du bétail, où tous nos faits et gestes, depuis la naissance, seraient programmés pour être parfaits.
Parce qu'on s'éloigne de autant plus pas en vivre. plus de notre, comment dire, de l'homme, Ouais. de l'humain. Exactement, de notre nature humaine, Ouais. joyeuse, qui effectivement fait des erreurs, qui boit un coup d'alcool pour rigoler de temps en temps. Mais oui, bien sûr, c'est pas bon pour la santé. Mais on fait pas tout pour la santé. On nourrit aussi la joie, on nourrit aussi la relation et la rencontre. Ouais. Donc, au fond, cette société-là, elle serait la perte de notre nature humaine profonde et du vivant à l'intérieur de nous. Pour vous, cet effondrement, c'est inévitable. Oui, tant qu'on sera dans cette logique-là d'un paradigme de contrôler et prédire. Si on veut tout contrôler et tout prédire, à la fin, de toute manière, le vivant va venir mettre le bazar et va faire s'effondrer ce système. Parce qu'il n'est pas viable, il n'est pas vivable. La plupart des jeunes aujourd'hui en France sont dépressifs, n'ont même plus d'énergie à investir dans ce monde-là. En disant, mais de toute manière, tout est décidé pour nous. Et ils s'enfuient encore plus loin dans le monde numérique, dans le métaverse. Au Japon, il y a des jeunes qu'on appelle les otaku. Les otaku, ils ne sortent plus jamais. Ils n'achètent à manger qu'à distance avec leur téléphone, ne préparent plus de nourriture. Ils sont au contact que des mondes des jeux vidéo. Et aujourd'hui, les jeux vidéo sont la deuxième économie au monde. C'est une fuite, c'est une illusion, c'est comme une drogue, un paradis artificiel. Mais dans ce paradis artificiel où tout serait parfait, où on voudrait ne plus souffrir, on souffre quand même. Il y a eu il y a quelques mois le premier viol en Réunion dans le métaverse. C'est-à-dire dans ce monde qui est censé être idéal, où tout doit être parfait, il y a des gens qui ont violé un autre personnage avec leur téléphone portable pour se filmer à l'intérieur et revendre la bande numérique du viol qu'ils ont fait dans le métaverse. Le pire du pire arrive dans ce monde où tout devrait être parfait. C'est vous dire à quel point, effectivement, ça ne peut que s'effondrer. Mais c'est joyeux, c'est pas triste, c'est une chance. C'est l'occasion d'un renouveau. Notre société se craquelle de partout. De partout, il y a des fissures. Le Covid, qui devait être contrôlé, prédit, où l'épidémie avait des courbes de prédiction, etc., où tout devait se passer selon le plan, a détruit notre économie, a détruit nos relations sociales, a détruit notre école. Ça veut dire qu'au moment où on voulait contrôler le plus, c'est là où on est le plus malade, on a le plus de morts, où tout s'effondre. Ok, est-ce que c'est triste ? Est-ce qu'il faut se coucher par terre et dire bon bah tant pis, on va tous mourir ? Ou est-ce qu'au contraire c'est une chance pour nous dire regardez, qu'est-ce que vous voulez vivre ensemble ? Qu'est-ce que c'est pour vous se soigner les uns les autres ? Est-ce que c'est se rencontrer, prendre soin vraiment de votre souffrance ou est-ce que ça doit être un algorithme automatique qui le fait à notre place ? C'est à nous de choisir. Qu'est-ce que c'est enseigner et transmettre ? C'est mettre nos enfants dans une cabine où on va leur bourrer le crâne et faire des individus qui sont tous conformes, tous les mêmes, pour participer à un grand système qui finalement revêt les pires aspects du communisme, d'un néo-marxisme 2.0 et d'un ultralibéralisme 2.0. Il y a le pire des deux là-dedans. On est tous pareils et tous conformes, on n'a pas le droit de dépasser, et il faudrait qu'on ait le même visage même en fait, qu'on ait les mêmes maladies, qu'on soit les mêmes. Comme des zombies, juxtaposés les uns aux autres. Puis de l'autre côté, des pervers qui veulent prendre tout le pouvoir, tout l'argent, et qu'on laisse faire, dans un ultralibéralisme. Aujourd'hui, on a les deux en même temps. Et est-ce que vous êtes comme Solaris, c'est-à-dire vous préparez et anticipez l'effondrement de cette société ? Oui, alors je pense qu'effectivement ça se prépare. Et il ne s'agit pas de le déplorer ou de l'étudier si fort comme les collapsologues. En France, il y a des collapsologues, des gens qui ont un discours et une étude. Moi, je suis plutôt un collapsonaute, c'est-à-dire je navigue, je surfe l'effondrement en disant mais tant mieux, c'est une chance, ça va nous emmener aux endroits où on doit s'intéresser. Les gens ont vu pendant le Covid que l'école faisait du mal à leurs enfants. Ils les ont sortis de l'école. Et ils ont commencé à essayer de faire l'école tout seuls. L'école à la maison. Mais c'est très dur. Aucun enfant n'a envie d'avoir l'école par ses parents. Puis les parents ont envie de faire autre chose. Et donc il y a une nécessité, c'est de crier à l'aide. Et de dire, en fait, j'ai besoin d'aide. Ah bah oui, quelle belle découverte. L'humain tout seul ne peut rien faire. Il a besoin des autres. Nous sommes des êtres sociaux, des êtres politiques, des êtres de relations, des êtres d'amour au fond. Et donc on a besoin les uns des autres. Et avec cette aide les uns des autres, on trouve des solutions inattendues. Peut-être qu'on peut faire des écoles autrement. Des écoles qui prennent soin de l'enfant et qui prennent soin de son étincelle individuelle pour l'aider à participer au monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de fabriquer des écoles de partout.
là, on nous dit qu'on va avoir des pénuries alimentaires qui dépendent de chaînes d'achalandise qui sont complètement non résilientes, qui dépendent que du pétrole, de l'hydrocarbure, avec des monocultures. Quand il y a une maladie, toute la récolte est fichue en l'air. Bon, comment faire? Peut-être privilégier des circuits où on a de la polyculture familiale, avec un peu des herbes médicinales, un peu des fruits, un peu des vergers, un peu du maraîchage. Et ça, c'est majoritairement ce que les jeunes veulent faire aujourd'hui. C'est pas de rejoindre des exploitations agricoles en monoculture avec des pesticides, de l'engrais et les graines de Monsanto et de Bayer et de Syngenta. Non, ils veulent faire de la permaculture dans des petites exploitations à taille humaine où ils connaissent leurs clients et où ils font plein de choses différentes. Donc c'est en train d'arriver de partout. Et moi, j'ai plutôt envie de donner envie aux gens de rejoindre ces réseaux effectivement d'entraide. Et personne n'a dit que ça serait facile. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez vous mettre avec d'autres gens que tout va être velours et que ça va être facile. Non, vous allez rencontrer quelque chose que certains philosophes en France ont appelé le PFH, le putain de facteur humain. Pour dire, oui, il y a le facteur humain. Et donc, on va se battre, il va y avoir un pervers qui va vouloir prendre tout l'argent et toute la place et tout le pouvoir. Il y en a d'autres qui vont vouloir tout freiner parce qu'ils auront peur. Bon, c'est comme ça. On recommence, on essaye, et au bout d'un moment, ça marche. Et quand ça marche, c'est très joyeux. Ok. En tout cas, vous voulez bâtir une nouvelle société ou un nouveau monde. On peut le dire comme ça, mais je pense qu'il est déjà là. Tous les germes sont déjà ici. Toutes les façons de faire de l'école autrement, en prenant soin des enfants, existent déjà. Toutes les façons de soigner autrement existent déjà, et elles existent depuis très longtemps. Les ethnomédecines traditionnelles chinoises, ayurvédiques, etc., ont énormément de choses à nous apprendre. Notre médecine allopathique est triomphante, très prétentieuse, mais au fond, elle est très bonne dans l'urgence. La réanimation, l'anesthésie, la chirurgie sont des choses merveilleuses. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, au contraire. Mais par contre, pour toutes les maladies chroniques, notre médecine est nullissime. C'est la brasse coulée, quoi. Pour la prévention, je pense. Pour la prévention, elle est vraiment très mauvaise. Mais aujourd'hui, déjà, les gens sont en train de s'intéresser à la prévention. Comment ils mangent, comment ils traversent leurs émotions, comment ils sont en relation les uns avec les autres, comment ils font de l'activité physique, tout ce qu'on appelle l'épigénétique, au fond. Et si vous allez sur YouTube, aujourd'hui, il y a des tutos de partout pour ça. Donc tout est prêt. Et donc l'enjeu pour moi est pas tant de construire des alternatives que de proposer une institution désirable. C'est-à-dire se mettre à bâtir des choses en disant « Regardez, votre institution est en train de mourir. Elle est corrompue jusqu'à l'os. Venez avec nous et faisons comme ça. Et espérons que l'institution se réforme, se transforme de l'intérieur. Pour changer un système, vous avez besoin de gens qui sont contre le système. Et cela, ça va être très dur pour eux. Ils vont faire des procès, ils vont faire des manifestations, etc. Mais ils vont appuyer sur des endroits où ça fait mal. Et ils vont ouvrir des brèches. Puis il faut des gens qui soient à côté du système, qui proposent autre chose, qui aient de la créativité, qui écrivent des livres, donnent des idées, etc. Mais ça reste des alternatives, c'est petit. Puis il faut des gens qui sont dans le système, qui eux vont permettre un changement d'échelle, en allant travailler là où il y a des failles qui ont été ouvertes par ceux qui étaient contre, en disant oui, non, on a un vrai problème là. Et en s'inspirant de tous ceux qui ont proposé des alternatives et qui vont les faire passer à un autre niveau. Dans les mouvements qui ont eu lieu ces 2 dernières années, il y avait des directeurs d'ARS, d'agences régionales de santé, des directeurs d'hôpitaux, des députés, des sénateurs, des médecins, des gendarmes, des pompiers, des gens qui sont dans l'institution. Et moi, je fais partie de l'institution. Je suis médecin dans l'institution. Mais à l'intérieur de l'institution, à rajouter quelque chose de nouveau et la faire se transformer. Et on est plutôt dans une sagesse asiatique, au fond, que dans une constitution du juste milieu et d'une transformation permanente. Où à la fois, dans notre système, il y a du mal qui est contenu, mais du bien aussi. Et voilà. Est-ce qu'il y a des risques pour vous par rapport à tout ce que vous faites en ce moment? Des risques? Oui. Oui. Que risquez-vous? Bien sûr. Quand un système commence à s'effondrer, il se raidit, il se rigidifie, par peur. Et donc on est à un moment que j'appellerais un déferlement totalitaire. C'est-à-dire que notre système qui était censé défendre les libertés, l'ouverture, la pluralité d'opinion, le dissensus, comme quelque chose de fécond, est au contraire en train de se raidir. Il faut tous dire la même chose. Il faut tous penser pareil. Si vous pensez différemment, vous êtes dangereux. Comme je pense différemment, je suis dangereux. Et je suis d'autant plus dangereux que je défends une voie non violente. La voie non violente comme Gandhi. Je suis très inspiré par la sagesse de Gandhi.
Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un système. Parce que si vous criez oui, Macron est un salopard, vous n'êtes pas dangereux. Tout le monde s'en fiche. Au contraire, vous êtes une catharsis. C'est-à-dire que les gens vont dire ah ouais, il est bien envoyé, et puis ils vont retourner, vivre leur vie et ne rien changer. Si vous dites non, nous avons besoin que ce système se transforme collectivement, et nous allons le transformer de manière non violente, c'est-à-dire en acceptant l'idée des rapports de force. Nous sommes dans des rapports de force. Mais face à moi, j'ai des gens qui ont tout l'argent, tout le pouvoir législatif, tout le pouvoir exécutif, tout le pouvoir judiciaire, tout le pouvoir médiatique. Que puis-je, moi, petite fourmi, face à la grande machine froide totalitaire? Rien. Tout seul, je ne peux rien. Et donc, la non-violence n'est pas une option. Elle est la seule option. Je dois aller transformer ce système différemment. Et ça, c'est très dangereux. Donc effectivement, je suis mort plusieurs fois sur les réseaux sociaux, j'ai été cambriolé à plusieurs reprises, oui, on a caché de la drogue dans ma voiture, enfin voilà, des choses comme ça. Plein d'aventures extraordinaires qui ne me seraient jamais arrivées avant. Donc parfois l'impression de vivre dans une série Netflix. C'est riche là, votre vie oui, est très mais riche. ça fait des choses à raconter après à ses enfants et à ses petits-enfants. Et pour autant, je crois que vraiment le bon moteur, c'est la joie. La peur n'est pas un bon moteur. La peur, elle paralyse, elle empêche d'agir. Et donc, si vous avez peur de Bill Gates, si vous avez peur du Parti communiste chinois, si vous avez peur de... Tout ça vous inhibe, vous ne pouvez rien faire. Alors que si vous avez de la joie, vous dites, moi, j'ai envie d'aller vers ça. Qui veut venir avec moi? Et là, il y a plein de gens qui viennent. Et ça, c'est très réjouissant. Oui, justement, avant de conclure notre interview, le système est malade, mais il y a des gens formidables. Et là, on est proche de fin d'année. Quel est votre message pour notre nouvelle année? Pour la nouvelle année, j'ai une prescription peut-être en tant que médecin. Éteignez la télévision, à part pour regarder NTD. Et revenir au réel. Revenir au réel, ça veut dire sortir dehors, toucher des vrais gens, des vraies choses, des arbres, de la beauté, et se nourrir de beauté. Parce que nous sommes ce dont nous nous nourrissons. Et ce dont on se nourrit en mangeant, mais intellectuellement, psychologiquement et culturellement. Donc si toute la journée vous lisez des romans noirs, si toute la journée vous parlez de l'effondrement de notre système, de la méchanceté de nos dirigeants, vous devenez ça. Alors que si vous vous nourrissez de beauté, de relations, d'amitié, de partage, ben vous êtes ça et vous irradiez ça autour de vous. Et vous créez le changement. C'est ce que Gandhi avait dit. Be the change you want to see in the world. Merci beaucoup, Louis. Merci. C'est vrai? C'est vrai en plus. Ceux qui sont inquiets, c'est des qu'il fallait. Et qu'au fond, ce qu'on est en train de raconter pour le système de santé dans ce livre, ça pourrait être décliné à l'ensemble de nos systèmes institutionnels. C'est quoi nos institutions? C'est ce qui nous tient ensemble, ce qui nous permet de vivre en société et de ne pas arriver au pugilat permanent. Et normalement, c'est ce qu'on appelle un commun. C'est quelque chose qu'on pose tous ensemble et où on se donne nos propres règles du jeu. Et il y a quelque chose de tout à fait particulier sur ces institutions, c'est qu'elles nous ont échappé. Qu'un grand nombre d'entre elles, aujourd'hui, ne sont plus des communs, elles sont des outils d'asservissement dans les mains de quelques-uns. C'est des monstres, c'est des monstres comme chez Miyazaki, vous savez, cet auteur de dessins animés japonais, il y a des monstres sans cesse qui grossissent, qui mangent tout, ils n'arrêtent pas de grossir et de tout manger. Et à chaque fois, ils ont perdu la tête, on leur a coupé la tête, c'est vrai dans Mononoke, c'est vrai dans le voyage de Chihiro, c'est un monstre dont on a coupé la tête. Et là, c'est la même chose pour ces multinationales, c'est des monstres dont on a coupé la tête et qui mangent tout. Et c'est en train de se passer de partout, hein. Vous prenez le métro, la RATP est un service humain et digital à votre service. Mais il y a marqué digital, avant tout. Je vais pour prendre des tickets de métro tout à l'heure, mais c'est non, vous pouvez plus mettre du cash. Puis de toute manière, il n'y a plus de tickets de métro. Mais c'est encore meilleur que ça, je demande des tickets de métro au gars qui me dit « Moi, je peux vous donner des tickets en carton, mais par contre, je peux pas vous prendre le cash. Mais vous pouvez mettre du cash encore dans la machine, mais elle peut pas vous donner de tickets de métro. » Je comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vers où on nous emmène? Bah, c'est clair où on nous emmène. Il n'y a plus de cash et il n'y a plus de carton. Vous êtes vraiment pris dans les raies d'un système numérique intégral qui vient à toutes les interfaces de relations que vous avez avec le monde. C'est un des enjeux du livre, c'est d'expliquer ça, c'est de dire
de parler des systèmes techniques. Et c'est compliqué dès qu'on aborde la question des systèmes techniques. C'est quoi la technique? Parce que l'humain, il fait rien d'autre, quoi. J'ai déjà raconté plein de fois, mais tout ce qui nous entoure, c'est de la matière transformée en autre chose. Et c'est ça la techné chez les Grecs. C'est le côté artefactuel de l'humain. Il passe son temps à prendre de la matière, de la nature, et à la transformer en de la nature, alpha privatif. Il n'y a plus de nature dedans, il n'y a plus de vif. Mais il a plein de façons de le faire différentes, cette technique. Et notamment, vous pourriez différencier deux grandes choses, deux grands registres, l'artisanat et l'industrie. L'artisanat, c'est un humain qui va accepter de se transformer au passage. Il va transformer la matière et la nature, mais il admet de se transformer au passage. Un artisan, bah, il va petit à petit avoir des paluches. Il va prendre un outil, son rabot, et il va avoir certains muscles qui vont se développer plus que d'autres parce qu'il va refaire le geste. Et il va faire la plus belle armoire du monde. Ah mince, il va devoir recommencer, il va falloir qu'il en fasse une autre. Et si ça se trouve, elle va être moins belle. Et donc il y a un défi à chaque fois à renouveler, à chaque fois que l'humain rencontre la matière. Et ce défi, c'est même pas d'arriver à la perfection, c'est d'arriver à une co-transformation de la matière et de l'humain au passage. Il y a une rencontre à frottement dur, et il se passe une transformation. Et il se passe quelque chose d'un peu magique, c'est que l'objet artisanal, il devient un prolongement de la nature. Vous regardez une très belle table qui a été faite à partir d'un très bel arbre, qui a été choisi par des bûcherons, etc. C'est pas la même chose qu'une table Ikea. Il y a autre chose. Il n'y a pas la même énergie qui est contenue dedans. Puis au XVIIIe siècle, il y a une rupture, il y a un brisement qui se passe. C'est la disponibilité énergétique infinie, quasiment des énergies carbonées, fait que cette difficulté qu'on a à transformer la matière, d'un coup, il va plus y en avoir, ça va être facile. Je fous un peu de charbon ou un peu de truc, je le fais brûler, je mets dans un moteur, ça le fait à ma place, quoi. Et on arrive à découper, je ne sais pas si vous avez déjà vu les machines qui découpent aujourd'hui une forêt. Si vous comparez à un bûcheron qui essaye de donner des coups de hache dans un arbre, on n'est plus dans le même rapport de force là. Le bûcheron qui donne des coups de hache, il sait qu'il est en train de faire du mal à quelque chose de centenaire, d'important. Il a une révérence, un respect, il a des égards pour ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai dans toutes les ethnies traditionnelles. Hein. Peut-être Benoît pourra en parler aussi parce qu'il a étudié ça aussi dans la sociologie. Hein. Mais qu'il y a une sorte de pardon systématiquement demandé quand l'humain vient dégrader la nature. Et c'est vrai que les Amérindiens mettent des mocassins pour pas abîmer la terre-mère quand elle est enceinte. Pour être doux avec elle. Au moment où elle est enceinte et où elle va donner les fruits du printemps. Tous les gens qui ont tué une bête de leurs mains pour la manger le savent qu'il y a d'abord une sorte de pardon qui est demandé. En disant je le fais pour me nourrir, je le fais pas pour le plaisir. Et merci de nous donner, et une gratitude qui est célébrée au passage. Et donc il y a une célébration de gratitude et de pardon qui est faite au moment de la rencontre avec la nature. Dans l'industrialisation, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de gratitude. Vous êtes dans un art consommé de la découpe, ce qu'on dit dans le film Malachi Farrell, hein, quand il présente une œuvre d'art, donc c'est un ami artiste, plasticien de Stéphane, qui s'intéresse beaucoup à la question de la technique et de la nature. Et puis là, il y a une sorte de mise en scène de la mise à mort de la nature, quoi. On voit des scies circulaires qui tournent dans tous les sens, une musique agressive. Et c'est une sorte de mise en scène de la mise à mort de la nature. Et il dit ça, il dit l'humain a développé une sorte d'art de la coupe et de la découpe absolument millimétrique. Il est capable de tout découper, de charcuter dans tous les sens la nature et le vivant. Mais quand il industrialise cette relation-là, il enlève ses propres mains. Il le fait faire par quelqu'un d'autre. Il décline, en gros, la responsabilité du sang qu'il devrait avoir sur les mains. C'est l'idée de l'industrialisation. Hein. C'est plus vous qui faites, quelqu'un qui fait à votre place. Et j'ai eu la chance d'avoir un interne qui avait été interne en vétérinaire, avant d'être interne en médecine. Et qui a fait tout son stage de fin d'études dans des abattoirs. Et il m'a dit, on ne peut pas ne pas devenir fou dans un abattoir. Tout le monde devient fou dans un abattoir. Vous ne pouvez pas avoir ce rapport-là avec la vie, avec la mort. Négligemment couper la tête des poulets, on n'a rien à faire ou je sais pas quoi. Après leur avoir donné un coup de gégène pour les estourbir. C'est pas possible. Donc tout le monde est fou. Et donc lui il s'est enfui. Il a dit je ne peux pas continuer là-dedans.
et ça c'est l'impensé de notre système industriel, c'est que le prémisse des chaînes de montage, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais c'est raconté par d'autres auteurs que moi, avant même de faire la chaîne de montage du Fordisme, pour faire des voitures qui soient toujours les mêmes, pour faire des ordinateurs qui soient toujours les mêmes, vous savez qu'est-ce qu'a commencé la première chaîne industrielle? Ça se passe à Chicago, au 19e. Et Chicago à l'époque est surnommé Porcopolis. Pourquoi? Parce que c'est les plus grands abattoirs du monde. Et ils sont possédés par quelqu'un qui s'appelle Armour, John Armour. Et il y a une interview de John Armour où on lui demande mais qu'est-ce que vous faites là à Porcopolis dans vos abattoirs? Et il dit dans le port on exploite tout, sauf le cri. Everything but the squeal. Comme ça qu'il le dit. Extrêmement violent pour dire qu'en fait la première chaîne industrielle de montage c'est une chaîne de dépeçage consistant à transformer des porcs en saucisses. Et en gros, cette chaîne de dépeçage, qui va devenir la chaîne de montage industrielle, avec toute la violence ouvrière et des luttes ouvrières qu'il y a pu y avoir, et syndicales, entre le patronat et les ouvriers, qui va servir de prisme de compréhension historique à tout le marxisme, en gros, c'est cette idée qu'on est en train de soumettre l'humain à un niveau de violence qui est proprement inouï, qui est pas tolérable. Et là, j'ai vu une pub dans le métro en venant. Qui est-ce qui va nous expliquer notre problème environnemental? C'est Veolia. C'est Veolia qui fait deux pubs comme ça dans le métro en disant « Ouais, nous avons une appli pour vous apprendre qu'est-ce que c'est le problème du changement climatique. » Mais c'est Veolia, est-ce qu'on ouvre les yeux? Une multinationale, financiarisée, multimilliardaire, qui vient nous expliquer quel est notre problème de relation à la nature. C'est que là, il n'y a pas de remise en cause du capitalisme et de l'industrialisation. Au contraire, vous allez dire, il faut encore plus industrialiser. Il va falloir mettre des éoliennes partout, il va falloir mettre des voitures électriques partout. Mais c'est des conneries, ça ne résoudra rien. C'est l'équivalent du remdesivir pour le Covid. Tiens, c'est marrant, c'est la même histoire. C'est le même doxa. On vous dit, on va tous mourir. Vous avez compris qu'on va tous mourir, les océans vont se soulever, le meilleur scénario est à plus de degrés d'ici 2100, etc. Plus 6,5 pour le pire, et encore, les modèles sont pas complètement affinés. Enfin, le GIEC se donne du mal quand même pour créer un truc complètement catastrophiste, quoi. Et moi j'ai lu et dit pendant des années les scénarios du GIEC. Donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Parce que j'étais convaincu qu'ils avaient raison. J'avais été moi-même le cerveau lavé par cette doxa environnementale. Enfin, cette doxa du changement climatique. Et ensuite, on vous dit, bon, il n'y a pas de solution, quoi. Bon, ou sinon, les seules solutions, c'est comme le remdesivir, les anticorps monoclonaux, etc. Des solutions à la con. Il faut des voitures électriques partout, tout ça. Vous avez lu les rapports de l'ADEME sur les voitures électriques. Enfin, l'ADEME, elle le dit, hein, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé à l'intérieur d'une éolienne, la quantité de saloperies qu'il y a, etc., ce que ça nécessite au niveau environnemental, les mafias qu'il y a derrière pour faire installer des éoliennes dans les champs, c'est un truc de malade. Hein. Nous, on a un copain qui est forestier au centre de la France. On lui a proposé 200 000 € par an, garantis sur 30 ans, pour installer 25 éoliennes dans ses forêts. On a promis la même chose au conseil départemental, au conseil général, au maire de la commune et au président de la Comcom, de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire d'éolienne, c'est une histoire de corruption généralisée. Tout le monde est corrompu par des gens qui font des espèces d'effets de levier, qui promettent de l'argent sur le futur qu'ils n'ont pas encore, mais c'est pas grave. Ils savent que de toute manière, ils vont prendre le marché. Parce que ils sont aussi en rapport avec les gens qui font les lois et les gens qui choisissent le mix énergétique. Attention, hein, là il y a des gens qui me filment, etc. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y a un problème environnemental. Il y a un problème environnemental. Nous avons un problème très profond avec le vivant. Mais ce problème n'est pas soluble dans une question de degrés Celsius et de CO2. C'est pas un problème d'ingénieur de Jean Covici, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. Notre destin d'humain, c'est de couper le cordon. C'est pas d'être le sol sur lequel on est sur notre nappy d'éveil, bien tranquillou, etc. Non, c'est de se mettre debout et bing dans le coin de la table, et de tomber et de rebing, jusqu'à comprendre qu'on peut se mettre debout grâce au coin de la table. Et puis ensuite, c'est des séries d'extractions successives, en gros, de la matrice, pour qu'enfin on prenne notre forme, qu'on devienne ce qu'on devait devenir. Trouver le joyau éternel qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, même dans cette pauvre enveloppe, avec toutes ces défaillances. Et si je comprends pas chez les Asiatiques, de toute manière,
j'y retournerai. Hein. C'est-à-dire, si j'ai pas compris à cette vie-là, je suis reparti rebelote pour une autre. Chez les Occidentaux, vous pourriez vous dire, peut-être qu'on ne croit pas à la métempsychose et la réincarnation, mais ça va être nos enfants. On sait bien que nos enfants, ils vont payer le prix de nos fautes. Et que c'est à eux qui vont devoir purger aussi toutes les saloperies qu'on leur a mis sur les épaules. Et qu'eux-mêmes vont devoir petit à petit enlever leur père, schlac, le poser, enlever leur mère, schlac, le poser, enlever leur boulot, etc., pour devenir enfin ce que eux ils devaient être. Et contribuer au monde de leur lumière unique. Et voilà, donc le livre raconte un peu tout ça, un peu moins, mais voilà. Belinda? C'est ma sœur. Je vais pour Belinda aussi. Depuis le début. Eh ben, merci pour tout, simplement. Ça te porte plus le masque. Oui, oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Alors, ma sœur, je l'ai pris pour ma sœur parce que... Que pensez-vous de ce monde numérique? Là, le problème, c'est qu'on en arrive à des situations où il n'y a plus d'humain. On le voit bien quand on appelle, même pour un problème, voilà, hein, on a une boîte vocale. Donc non, le tout numérique, non, je pense que le numérique, c'est un outil, effectivement, qui peut être utile, mais pas tel qu'on nous le présente. Parce qu'aujourd'hui, on va être déshumanisé quand même avec ce numérique. Donc, je pense qu'il n'y a plus de place pour l'amour, pour communiquer entre nous. Regardez, là, on est bien ensemble. Et le numérique, on est seul. Enfin, je ne vais pas... C'est-à-dire le système actuel nous isole entre nous. Il y a des fractures, il y a des... Ouais, bien sûr, ça isole. Mais en même temps, c'est très individualiste. Du coup, ça développe l'ego un peu aussi. Parce on assume moins aussi quand on est dans les réseaux. Parce que voilà, il y a moins de responsabilité, on peut se cacher derrière quelque chose, et du coup, les gens se déresponsabilisent, et c'est pour ça qu'effectivement le numérique est en train de nous manger, parce que les gens, ça leur plaît aussi d'un côté de pas être dans la responsabilité. Vous savez, il y a une espèce de confort aussi, on va pas se mentir. Donc du coup, effectivement, c'est la perversion du numérique en fait, alors qu'à la base, c'est juste un outil, un peu comme une voiture, quoi. Ça engendre la peur aussi, la peur de l'autre. Le monde actuel, complètement délirant, totalitaire, qui va vers la destruction, l'autodestruction, à cause de quelques fous qui ont pris le pouvoir dans les soi-disant démocraties et qui donnent des leçons aux soi-disant dictatures. Et en fait, on s'aperçoit que c'est le même combat, quoi. Que la Chine a imposé son modèle dictatorial aux pays qui se prétendent démocratiques et qu'ils essayent de l'imposer au reste du monde avec des moyens totalement fourbes, notamment avec le Big Tech, enfin avec Bill Gates, George Soros, etc., qui imposent leur censure digne vraiment de la pire des dictatures, sous le prétexte du bien, comme toutes les dictatures se sont toujours fait passer pour des moutons, alors que ce sont des loups déguisés en moutons. Le message d'amour, c'est que grâce au Covid, parce que là ils ont voulu aller trop loin d'un seul coup, grâce au Covid, ils nous ont réunis, et s'il n'y avait pas le Covid, on ne serait pas là tous réunis dans cette librairie à faire signer des livres à Louis Fouché. Louis Fouché serait toujours médecin. Grâce au Covid, il a dû rompre son métier de médecin, qu'il retrouvera peut-être après, je l'espère, mais en fait ça nous a tous secoué un peu fort, et du coup on s'est remis à être humain, on s'est remis à aller vers l'autre. Voilà, moi grâce au Covid, j'ai de nouveaux, j'en ai perdu malheureusement, pas qui sont morts, mais qui ne supportaient pas que je me fasse pas vacciner, etc. Enfin cette espèce de folie totalitaire qui s'est emparée du monde. J'étais pas entré dedans, mais par contre j'ai trouvé d'autres amis. Et quel est votre vœu pour l'année 2023? Mon vœu pour l'année 2023, que le maximum de gens se réveillent et qu'on en finisse qu'on commence à en finir avec ce covidisme, que les gens comprennent qu'on est face à un rouleau compresseur totalitaire qui veulent broyer toutes nos libertés sous prétexte du bien, etc. Il faut que les gens commencent à comprendre qu'il faut arrêter de payer avec des monnaies numériques, avec des outils informatiques, il faut payer en cash, qu'il faut cultiver son jardin, qu'il faut revenir à une vie plus conforme à notre état d'être humain. Voilà, donc on veut, c'est que chacun se réveille, cesse de faire l'autruche. Notre monde actuel, c'est-à-dire plein de numérique, transhumanisme, tout ça, comment vous pensez de tout ça? Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on est soumis un petit peu à tout ça. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en détacher. C'est dur de passer une journée sans son téléphone. C'est dur. Après, c'est aussi un bon moyen de communication. C'est grâce à ça qu'il est là aussi. Mais ça fait quand même peur parce que justement, on peut s'en servir pour contrôler.
et ça fait peur. J'ai entendu dire que l'éducation française fabrique des crétins. Un petit peu, oui, parce qu'on nous apprend rien de concret, je trouve. C'est-à-dire que, bon, à part tout ce qui est mathématiques, qui va vraiment servir dans la vie en l'occurrence, et peut-être les matières de sciences, donc la SVT, la physique-chimie, mais mis à part ça, honnêtement, tout ce qu'on nous apprend, je trouve que le système français nous forme vraiment plus au niveau de la mémoire, parce qu'il faut retenir tout ce qu'on apprend pour avoir des bonnes notes, mais sinon dans la vie, ça nous apprend pas. On nous apprend pas à vivre. Non, on nous apprend pas à réfléchir, c'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde ? On perd les savoirs et il faudrait regagner en autonomie sur l'essentiel. L'essentiel pour vivre, pour manger, on consomme de trop. Et donc voilà, ça m'a fait réagir parce que moi je suis tombée malade aussi à cause des médicaments et dans ma vie personnelle, en fait, moi, c'est un somnifère qui m'a rendue somnambule. Et je suis tombée, un drame dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai une arthrodèse, etc., etc. Donc, aujourd'hui, si on peut se passer de ces médicaments pour dormir par d'autres moyens, la nature, par les plantes, une autre façon de se soigner. C'est le monde occidental en particulier qui est en train de s'effondrer sur lui-même. C'est un effondrement pratiquement vertical. C'est une vraie crise de civilisation et cette crise de civilisation, elle montre un point d'impossible qui a été atteint par cette civilisation de croire en un certain nombre de choses mais qui se heurtent à la réalité. La réalité des humains, la réalité de la nature, la réalité d'un monde fini, la réalité des ressources, etc. Et qui continue de vouloir développer une sorte de folie, parce que quand on se coupe du réel, on bascule dans une forme de folie. Et cette folie est d'autant plus forte qu'on se coupe du réel. Et justement, ce réel, elle ne veut plus le voir. C'est-à-dire la nature, les problèmes, les limites, il ne faut plus les voir. Et évidemment, tout ça est organisé autour de ceux qui ont le plus intérêt à maintenir cet idéal en cours, c'est-à-dire ceux qui en ont le plus profité. Et on pense souvent à des bénéficiaires actionnaires ou des multinationales, mais il y a beaucoup plus que ça. Je veux dire, c'est tous les gens qui ont cru dans un certain nombre d'idéaux et qui ont soutenu cette civilisation-là, y compris maintenant dans ses errances, et qui sont prêts à y croire encore et encore et encore. C'est pas simplement une question de conditionnement des médias. Je pense que les médias jouent un rôle énorme, mais parce que ils jouent un rôle énorme à la fois dans le maintien de toutes ces illusions, c'est-à-dire on va vous expliquer un monde qui n'existe déjà plus, qui est en contradiction avec tout ce que le réel nous renvoie. Et pour protéger cette bulle imaginaire, on va couper tous les messages qui viennent du réel. Tous les messages qui viennent du réel, on va les couper. Et on va dire que les gens qui les portent sont des complotistes, sont des gens malsains, des gens qu'il ne faut pas entendre. Parce qu'ils viennent détruire notre monde. Tous nos droits ont été piétinés. Je veux dire, quand je parle de la négation du réel, c'est aussi la négation de tout ce qu'il y a de plus fondamental chez un être humain. C'est le droit de penser, le droit de désirer, le droit de se déplacer, le droit de se soigner comme il veut, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces droits fondamentaux qui étaient considérés, moi, c'est ce qu'on nous avait enseigné à l'école, comme des droits inaliénables, dans les grands discours sur les droits de l'homme, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les gens qui sont en situation de contrôler les discours disent aux gens tout ce que vous croyez être votre liberté fondamentale, en fait, elle n'est plus fondamentale, elle n'est plus de droit, elle n'est plus de l'ordre du droit naturel, elle est sous condition, et à condition que vous nous obéissiez, que vous rentriez dans les définitions que nous faisons du réel. Sinon, ça va mal se passer pour vous. Voilà. On a été beaucoup à penser que ce changement, que l'évidence de la folie dans laquelle nous sommes allait apparaître aux yeux du plus grand nombre et que donc il y aurait une réaction relativement rapide de la part de la population. Et en fait, c'est vrai qu'on est en train de se rendre compte que si on avait eu des médias libres, en effet, on aurait pu
avoir un sursaut peut-être beaucoup plus rapide, mais qu'en l'absence de ce sursaut, il va falloir compter sur le spontané, le spontané des gens qui va prendre du temps, qui va prendre beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, eh ben, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Voilà. C'est ça le drame, c'est que ce malheur va durer un peu, et je ne sais pas combien de temps, mais il risque de durer un certain temps, parce que les forces qui veulent s'y accrocher sont des vraies forces. Je pense qu'il y a ce drame silencieux qui se passe tous les jours, moi, m'empêche de dormir. Ouais. Parce que j'ai vraiment conscience de ce qui se passe. J'ai fait ce que je pouvais autour de moi. Et tout seul, on ne peut pas grand-chose. Voilà. Et la famille, votre famille, ils partagent le même avis que vous? Non, bien sûr. Et toutes les familles sont déchirées en France. Hein. Les familles sont déchirées. Le contact est souvent plus possible sur tout un tas de sujets. Et c'est vraiment dramatique parce que, par exemple, historiquement, je pense qu'il y a une référence qui me vient souvent quand je pense à ça. C'est par exemple, je pense que l'affaire Dreyfus a été un bel exemple aussi de ce qui s'est passé à une certaine époque. Et les Français ont été vraiment déchirés dans les familles, entre ceux qui étaient soutenus un camp ou l'autre. Et je pense et ça a mis 10 ans. Le procès a mis 10 ans avant que la vérité soit enfin reconnue. Et je pense qu'il va falloir aussi un certain temps pour que la vérité soit reconnue et que les ayants droit puissent venir réclamer ce qui leur est dû en termes de justice, en termes de santé. Alors, je suis Marilyn Weber, je suis chanteuse et très très consciente de ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc très motivée. Et selon vous, c'est quoi qui ne va pas dans ce monde actuel? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, alors là, vous avez l'après-midi, la journée, la nuit. Il va falloir du temps. Hein. Les mensonges d'État, c'est ça qui ne va pas. On nous prend pour des imbéciles. Voilà. On nous ment tout le temps. C'est ça qui ne va pas, c'est le mensonge. On nous fait passer des vessies pour des lanternes. C'est faux. Tout est faux. Ça vous pèse lourd ou pas? Non, parce que je suis assez positive et comme j'écris des chansons que j'aime rire, et je pense qu'aujourd'hui, il faut ne pas oublier de rire et d'être joyeux parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas. Et moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'être joyeuse, même si je sais que c'est pas toujours drôle ou rose pour tout le monde, mais il faut continuer à être optimiste et envoyer de la belle énergie. Super. Est-ce que vous pouvez nous chanter une chanson avec la joie, enfin nous donner la joie, nous donner tout le monde de la joie? Le refrain de la chanson où il y a le clip sur ma chaîne YouTube Marilyn Weber, M-A-R-I-E. Plus loin, L-I-N-E, Weber, W-E-B-R, et vous allez retrouver cette chanson qu'on a enregistrée avec une centaine de personnes. Un super clip, il y était, lui. Alors, je chantais le refrain que j'ai écrit. Et vous voulez chanter ensemble ou Non, non, pas lui. Ah, non. Ok, alors, vous pouvez chanter. Nous on chante, la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Nous on chante, la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer car nous on chante, la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre
même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil, car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Un spectacle qui compte vraiment pour chacun d'entre nous. On l'attendait depuis si longtemps qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Réservez vos billets dès maintenant sur shenyun.com.